de me donner la parole aujourd'hui. Un grand honneur. Donc, je vais me présenter brièvement. Donc, comme l'a dit Cécilia, mon nom est Élise Rebout et je suis la directrice du bureau de projet au Centre de recherche informatique de Montréal, le CRIM. Donc, le CRIM, c'est une OSBL qui a pour mission de faire le pont entre le monde de la recherche académique en informatique et les entreprises ou tout organisme qui veut adopter des technologies numériques innovantes. Donc, forte de mon expérience en gestion de projet en IA et en gestion de projet numérique, j'ai réalisé en août un séjour de 3 semaines à Dakar dans le cadre du programme du CECI Femmes Entrepreneurs Solidaires. Donc, j'ai travaillé dans 2 entreprises d'innovation sociale numérique fondées et menées par 2 femmes extraordinaires que je tiens à nommer, Madji Sok et Pauline Barra. Et durant mon séjour, là, j'ai vraiment pu voir tout l'impact positif que pouvaient avoir les services numériques pour les populations les plus vulnérables du Sénégal. Donc, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, la violence fondée sur le genre, c'est l'une des violations des droits humains les plus répandues à l'échelle globale. En 2024, par exemple, les estimations publiées par l'OMS indiquent qu'au niveau mondial, environ 1 femme sur 3 a subi au cours de sa vie des violences physiques et ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou des violences sexuelles non liées à un partenaire. Donc, c'est énorme. Et la violence basée sur le genre touche aussi les personnes LGBTQ+, et des personnes issues de communautés marginalisées, et ce, partout dans le monde. Donc, que ce soit sous forme de violence physique, violence psychologique, sexuelle, économique, mais aussi des violences numériques, là, ça existe. Ces manifestations sont multiples et elles affectent profondément la vie de celles et ceux qui en sont victimes et leurs proches, comme par exemple leurs enfants. Donc, face à cet enjeu majeur, il est impératif que nous envisagions toutes les solutions possibles pour combattre ces violences. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour réfléchir à un outil qui, dans sa dimension la plus vaste, a profondément transformé nos sociétés, le numérique. Donc, le numérique, par son omniprésence, par sa capacité à connecter des individus, à briser les barrières géographiques et à faciliter l'accès à l'information, représente une source d'espoir dans cette lutte. Il offre des opportunités incroyables pour prévenir, pour dénoncer, pour accompagner et pour soutenir les victimes de violences fondées sur le genre. Donc, ce webinaire, aujourd'hui, il a pour objectif de mettre en lumière par des expériences, par des exemples concrets, comment le numérique peut être un levier puissant dans la lutte contre les violences, contre ces violences. Donc, aujourd'hui, nous avons plusieurs intervenants, Katia Douendai, Serge Newton et Porcho Marguerite Sogoba, qui vont nous partager leurs expériences, leurs recherches, leurs succès et leurs perspectives dans l'utilisation des outils numériques dans cette lutte. Donc, ils vont nous inspirer et nous amener à mieux comprendre comment nous pouvons tirer parti des outils numériques tout en protégeant les droits des personnes les plus vulnérables et aussi en assurant leur sécurité en ligne. Donc, nous espérons que cette discussion pourra nourrir vos réflexions, qu'elle stimulera des idées concrètes et qu'elle vous offrira des pistes pour renforcer l'impact de notre action collective. La lutte contre la violence basée sur le genre nécessite une approche pluridisciplinaire, une approche collaborative, et je crois que fermement que le numérique, s'il est utilisé de manière éthique et responsable, peut jouer un rôle central dans la construction d'un monde plus égalitaire, plus sûr et plus juste pour toutes et pour tous. Donc, je vous remercie une nouvelle fois de votre présence et je redonne la parole à Cécilia qui va présenter la première intervenante et lancer cette discussion enrichissante. Donc, merci beaucoup et bon webinaire. Merci beaucoup, Lise. Donc, je vais vous présenter la première intervenante du panel, c'est Madame Kadiatou Ndiaye. Madame Kadiatou Ndiaye est technicienne supérieure de la santé option sage-femme d'État et spécialiste en santé publique internationale. Actuellement, Kadiatou est conseillère en santé, droits sexuels et reproductifs au projet YELEN, mis en œuvre par le consortium de l'unité de santé internationale de l'Université de Montréal et le CECI, dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration des rapports inégaux en matière de genre des régions de Kayes, Kita et Nioro à l'ouest du Mali. Elle a contribué à la mise en œuvre de plusieurs projets, notamment avec USAID, et elle a travaillé comme sage-femme d'État au centre de santé de référence de Kayes, dont elle a été point focal VIH-Sida et SONU de 2011 à 2024.
Kadiatou, merci. Je te donne la parole. Ok. Merci Cécilia de m'avoir donné la parole. Bonjour chers panélistes, bonjour à toutes et à tous. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter l'application Kiladi. Kiladi, c'est un mot bambara. Ça veut dire en français te conseiller. Donc, c'est une innovation du projet Yélé pour sensibiliser et informer les adolescentes sur la SDSR, égalité des genres et violences basées sur le genre. Chapeau. Pour présenter Kiladi, comme je l'avais dit, c'est une application mobile développée pour informer et sensibiliser les adolescents et adolescentes en milieu scolaire. Donc, le projet intervient dans les régions de Kay, Kita et Nioro au Mali. Donc, l'objectif de Kiladi, c'est vraiment sensibiliser les adolescents sur leur santé en matière de droits et sexuels et reproductifs pour faire la prévention des violences basées sur le genre et la promotion de l'égalité de genre. Donc, c'est une application qui est disponible sur Play Store. Donc, une fois téléchargée, l'application peut être utilisée sans connexion. Ça, c'est l'atout de Kiladi, parce qu'au Mali, les gens, vu les moyens financiers, on ne peut pas se connecter, on n'a pas d'argent chaque fois, surtout les adolescents, d'avoir de forfait Internet. Japon. Alors, comment se connecter sur Kiladi? Pour se connecter sur Kiladi, il faut juste aller sur Play Store et télécharger l'application ou cliquer sur ces liens qui s'affichent. Une fois le téléchargement terminé, il vous suffit juste de cliquer sur « Ouvrir ». Donc, pour une première utilisation, il faut s'inscrire sur l'application. Donc, il y a les informations qui s'affichent, à savoir le nom, prénom de la personne, l'âge, la localité et le genre. Donc, après avoir téléchargé, on clique sur « Commencer ». Donc, une page d'accueil s'affiche. La page d'accueil, il y a 3 domaines essentiels qui sont affichés sur la page, à savoir la SDSR, l'égalité des genres et violences basées sur le genre. Et dans chaque domaine, il y a les thèmes qui sont traités. Si on prend l'exemple sur la SDSR, il y a la gestion de l'hygiène menstruelle, la puberté, la planification familiale qui sont traités dedans. Et l'égalité des genres, il y a la masculinité positive, l'équité, l'égalité. Et dans le domaine des violences basées sur le genre, il y a les types de VBZ, causes et conséquences. Donc, au total, c'est 16 thèmes qui sont traités, qui sont sur Kiladi. Alors, en termes de succès, nous pouvons noter que Kiladi, c'est une application qui est vraiment adaptée aux besoins des jeunes. Nous constatons que les jeunes se ressourcent à travers l'application parce qu'ils n'ont pas de confident. Ils préfèrent aller demander sur Kiladi que de demander des parents ou des amis. Les garçons ne se moquent plus des filles pendant les menstrues. Ça, c'est les témoignages de certaines adolescentes et de certains enseignants. Les enseignants aussi ont témoigné que l'application, à travers l'application Kiladi, ils peuvent préparer leurs cours pour dispenser sur les questions en lien avec la SDSR, l'égalité des genres et violences basées sur les genres. Et les filles connaissent mieux maintenant leurs droits et maîtrisent leur cycle menstruel. Nous avons constaté également que le harcèlement des filles par les garçons et les enseignants a beaucoup diminué. Ça, c'est les témoignages des enseignants et de certaines adolescentes dans les différentes écoles que nous intervenons. En termes de chiffres clés, Kiladi a été téléchargé par 410 personnes, adolescents, dont 173 filles. Cela s'explique que le fait que le téléphone n'est pas accessible pour les jeunes filles et la connexion. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a plus de garçons qui ont téléchargé l'application que les filles. Et nous avons 2 pages sociales. Nous avons la page Facebook et un groupe WhatsApp. Donc, 113 personnes sont abonnées à la page Facebook.
Et le groupe WhatsApp, c'est 168 personnes qui sont sur le groupe qui interagissent. Donc, les adolescentes, ils posent des questions et il y a des personnes et ressources qui sont sur le groupe qui répondent aux besoins des adolescentes. Alors, Madame la Présidente, en termes de défis et recommandations, pour les défis, nous parlerons de la pérennisation de l'application après le retrait du projet YELI. Vu que le projet tend vers la fin, si l'ONRSR ne s'approprie pas de l'application qu'il a dit, ça serait un peu compliqué, ou les responsables des académies d'enseignement des 3 régions. Et en termes de recommandations, nous pouvons dire de développer une version compatible avec App Store. Parce que qu'il a dit, c'est sur Play Store seulement. Donc, il y a certains adolescents qui ont le téléphone iPhone. Donc, si on essaie vraiment de développer une version compatible avec App Store afin d'atteindre un large public. Mettre une vidéo sur l'application qui permet de faire le calcul du cycle menstruel. Certes, il y a une documentation sur qu'il a dit où on parle de la gestion de l'hygiène menstruelle, mais les adolescents veulent qu'on mette une option vidéo pour faire des exercices sur le calcul du cycle menstruel. Insérer une rubrique vidéo-audio pour faciliter la compréhension des utilisateurs. Donc, si c'est en audio, ça facilite vraiment la compréhension. Et enfin, ajouter la bande de recherche et une section de questions à l'application. Donc, les adolescents veulent poser juste la question et la réponse est automatique. Donc, je ne saurais terminer mon intervention sans remercier vraiment Marguerite Porchot qui nous a aidé à mettre en place cette application et qui continue toujours à nous aider par rapport à la mise à jour de cette application. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Kadiatou, pour cette intervention et pour l'aperçu de l'application qu'il a dit pour lutter contre les VBG auprès des jeunes filles, des adolescentes au Mali. Je vais maintenant passer la parole à Serge Newton. Serge Newton est responsable des technologies de l'information et de la communication à la concertation des collectifs des associations féminines de la région des Grands Lacs, COCAFEM GL. COCAFEM GL est partenaire du projet Éducation des filles pour un avenir meilleur et du femmes, mis en œuvre par la Fondation Paul Gérin-Lajoie et le CECI. Serge est un ingénieur en sciences informatiques et en génie logiciel, passionné par les technologies de l'information et de la communication pour le développement. Avec plus de 10 ans d'expérience dans la conception de bases de données, l'analyse de données et la gestion de systèmes d'information complexes, il excelle dans la conception de solutions innovantes et contribue à des projets transformateurs à fort impact social. Serge, je te donne la parole pour présenter l'application Mesada dans le contexte du projet EduFemme. Merci. Merci Cécilia, salut à tout le monde. Euh, Merci de pouvoir présenter, voilà, merci. Voilà. En fait, Assistance Moussada, c'est un outil qui a été développé dans le cadre du projet, comme Marielle l'a dit, dans le cadre du projet EduFemme, qui est un projet d'éducation des filles pour un avenir meilleur, développé au niveau des 3 pays, le Burundi, la RDC et le Rwanda. Alors, cette plateforme, c'est quoi? À quoi ça sert? Diapositive suivante, s'il vous plaît. En fait, cette plateforme fonctionne sur Play Store pour le moment. Normalement, il va être mis à Apple Store bientôt. Il a comme but, au fait, de pouvoir sensibiliser les jeunes et faciliter aussi la dénonciation et le référencement des cas de violences sexuelles basées sur les genres. En fait, c'est un outil qui permet, en fait, aux utilisatrices et utilisateurs de demander, au fait, de l'aide, comme des portes, au fait, pour les faciliter, de savoir là où ils peuvent trouver de l'aide quand
ils se retrouvent dans des problèmes, des cas de VSPG. Alors, voilà un peu, ça joue un peu le rôle, ça sensibilise et ça permet en fait tout simplement de référencer la personne et de s'assurer aussi que cette personne a eu sa prise en charge. Et c'est dans ces cas-là, ça permet en fait tout simplement de suivre cette prise en charge si elle est effective. Voilà un peu. Alors, comment est-ce que cet outil, en fait, permet, en fait, de lutter contre les VSBG? En fait, on a trouvé que dans notre région, il y a déjà des mécanismes locaux qui sont déjà qui ont été développés d'ailleurs même par le projet. Il y a d'autres qui existent par rapport à d'autres actions qui sont menées dans la communauté. Et cet outil, en fait, ça vient en fait compléter cette demande. En fait, ça permet en fait tout simplement de pouvoir aider ces victimes grâce à la technologie qui sont actuellement mises à leur disposition. Alors, ça permet en fait si vous voyez les images là-bas, ça permet en fait de dénoncer, OK, de sensibiliser sur la première partie, de prévenir par la sensibilisation, de dénoncer par les alertes. On va voir que les alertes, on peut dénoncer par voix vocale, on peut dénoncer par note, on peut dénoncer aussi par des numéros verts qui sont disponibles dans chaque zone. Et cela, on dénonce, il y a cette innovation en fait qui permet en fait cette approche de localiser cette personne, de savoir où elle se trouve. Alors, les organisations à qui cette personne ou la survivante a été référencée vont savoir où se trouve exactement la survivante. Et dans ces cas, comment est-ce qu'on peut l'aider? Alors, on ne va pas référencer, par exemple, la victime à une distance très longue. Ça va permettre au fait de géolocaliser et de permettre à ce que la personne qui va aider la victime soit la personne la plus proche de la victime. Alors, ça permet au fait, par expérience aussi, cet outil au fait, a permis au fait d'améliorer aussi les services de prise en charge parce qu'on s'est retrouvé que les organisations maintenant commencent au fait à avoir grâce à l'outil un référencement direct et efficace, OK? Et ça a permis en fait de briser cette chaîne-là d'informations parce que lorsque la survivante se retrouvait avec un problème, il commençait à raconter à telle personne, à telle personne. Et comme Kadi le disait aussi dans l'application, en fait, on se retrouve que l'application devient en fait un confident, une confidente, en fait, pour pouvoir faciliter en fait la survivante à pouvoir directement dénoncer et à contacter directement la personne qui va l'aider. Voilà un peu comment est-ce que les quatre approches qu'utilise Assistance Moussad. Alors, comme succès au fait, rencontré au fait avec cet outil, bien sûr, on peut parler des succès. Je vais noter que l'application est maintenant opérationnelle en République démocratique du Congo. Il sera bientôt aussi opérationnel au Burundi. Euh, on a trouvé au fait les succès déjà de départ lorsqu'on a lancé par exemple en République démocratique du Congo. On a trouvé qu'il y a vraiment cet impact, cette adoption en fait de la communauté au fait à pouvoir déjà utiliser de nouvelles technologies. Alors, il y a l'autre point, en fait, on a trouvé qu'ils apprécient, en fait, les survivantes, les gens de la communauté ont apprécié beaucoup plus cette confidentialité. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller raconter à telle ou telle personne, OK, pour qu'il puisse chercher pour moi quelqu'un qui va m'aider s'il connaît telle ou telle personne. Mais cette fois-ci, je dénonce sur la plateforme et la plateforme, grâce à un système de référencement, me met en contact directement avec les services de prise en charge. Alors, l'autre possibilité, c'était au fait l'accessibilité accrue. Au fait, on a trouvé que non seulement les gens en fait sont intéressés par l'outil, mais ça permet au fait d'atteindre directement les organisations au fait qui souvent les gens ne connaissaient pas, les numéros par exemple verts que les gens ne connaissaient pas, et par exemple les informations aussi des sensibilisations, les termes qui sont en rapport avec les violences sexuelles que les gens ne connaissaient pas. Alors, par rapport, ça permet aussi d'améliorer en fait les mécanismes de prise en charge. On a trouvé que lorsqu'on a mis en place ça, en fait, les organisations qui ont été cartographiées dans les systèmes, en fait, se retrouvent qu'ils savent
qui sont les survivantes qui ont été référencées chez eux et comment est-ce qu'on les suit. Et au niveau de l'administration qui gère le système, il permet de savoir qui prend en charge qui et comment ça évolue. Alors aussi, on a trouvé que c'est aussi un avantage au fait que la technologie au fait soit aussi mise en contribution pour la lutte contre les VSPG. Alors, maintenant, comme défi, on a trouvé, au fait, il y a vraiment, le plus grand défi, c'est souvent la barrière technologique. Kadi a parlé de ça, au fait, aussi au Mali. On retrouve que peu de gens ont des moyens de téléphone, ils n'ont pas assez accès aux technologies. La sensibilisation aussi, il faut sensibiliser les gens et ça demande aussi des moyens. Il y a aussi le manque de ressources et de capacités, c'est-à-dire les gens, par exemple, qui vont prendre en charge, en fait, et cette plateforme, comment est-ce qu'ils doivent être soutenus, en fait. Voilà un peu ce qu'on a trouvé comme défi au départ. Slide. Alors, au niveau pour la mise en place d'un tel système, avec l'expérience qu'on a, on a trouvé qu'il était nécessaire de pouvoir, au fait, mettre en œuvre d'une façon un peu réussie cette plateforme. Ça nécessitait, au fait, quelques ajustements. On peut avancer sur un autre slide. Alors, l'ajustement, en fait, devait se faire sur l'adaptation au contexte local. OK? C'est-à-dire, il fallait, pour mettre un tel système, on a trouvé qu'il fallait d'abord analyser les besoins. OK? Les besoins en termes de technologie, en termes d'accessibilité de la population, en termes aussi d'approbation, en fait, des autorités par rapport à l'outil, parce que l'outil utilise des informations sensibles au niveau de chaque pays. Et là, à vrai dire, on a trouvé quand même quelques couacs d'ailleurs, mais qui ont été surmontés. Un autre défi qui remonte déjà, c'est ce que j'ai dit, il faut une sensibilisation vraiment accrue de la communauté. Alors, au niveau souvent des infrastructures technologiques, on retrouve que avec les problèmes d'Internet dans le pays, vraiment, c'est un défi. Il faut vraiment penser soit à des solutions cloud, quelque chose comme ça pour faciliter et découpler ces technologies par de faciliter, au fait, des téléphones normaux sans besoin d'Internet pour pouvoir accéder à cela. Alors, à cela aussi s'ajouter au fait que la population, les taux de progression en termes de technologie au niveau de population reculée, au fait, n'ont pas vraiment cette possibilité d'avoir des technologies et des formations. Il faut ajouter maintenant des formations, comment on peut former ces gens à l'utilisation de ces technologies. Voilà un peu aussi, en dernier lieu, on peut parler aussi des financements parce que les technologies, en fait, demandent aussi qu'il y ait, en fait, des substances qui restent payantes d'ailleurs et qui doivent être assurées à long terme et pour assurer un peu la durabilité, au fait, du projet. Et à cela, on peut voir qu'il y a des abonnements qu'il faut assurer. Par exemple, si on opte pour le cloud, il faut payer un abonnement cloud. Si on opte pour une solution locale, c'est permanent, mais ça demande aussi des défis en termes d'énergie et tout au niveau du pays. Mais ça coûte moins cher. Alors, voilà, pour faciliter aussi les populations qui n'utilisent pas Internet, on peut aussi recourir à la technologie USSD pour faciliter au fait la dénonciation sans Internet. Parce que beaucoup de populations ont plus de téléphones sans Internet. Voilà un peu comme recommandation je peux en tout cas remercier tout le monde. C'est ce que j'avais comme idée à partager par rapport à l'outil Assistance Moussada qui actuellement marche très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup, Serge, pour cette présentation de l'assistance Masada et son application dans les 3 pays des Grands Lacs, le Burundi, la RDC et le Rwanda. Je vais maintenant passer la parole à Madame Porcho Marguerite Sogoba. Porcho est cofondatrice et directrice exécutive de Moussodev, une association qui vise à intégrer la technologie à l'autonomisation des femmes et au changement social en Afrique subsaharienne.
Porcho est spécialiste en développement et gestion d'éthique. Elle combine plus de 7 ans d'expérience dans le développement d'applications mobiles et web, la coordination de projets numériques et la promotion de l'inclusion digitale. Ses projets phares incluent la lutte contre les VBG, notamment le développement d'applications assistance Masada, telles que mentionnées par Serge du projet EduFemme, ainsi que la coordination du projet Zéro VBG avec l'UNESCO. Porcho, à toi la parole. Merci. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. OK, donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager notre expérience avec le développement de solutions orientées vers la lutte contre les violences basées sur le genre. Plus précisément, le cas du projet Assistance MSADA et le projet qu'il a dit. Il faut savoir que, comme vous l'avez sûrement entendu dans la présentation, je travaille pour Moussodev, qui est une organisation qui œuvre pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles à travers les nouvelles technologies. À Moussodev, nous mettons l'innovation numérique au service des femmes et des jeunes. Notre mission est simple, c'est de promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers les technologies de l'information et de la communication. Et en 5 ans, nous avons touché plus de 2500 bénéficiaires qui ont eu au numérique. Et nos domaines d'action sont la formation, le mentorat, le développement d'applications et de plateformes numériques, ainsi que la sensibilisation et le plaidoyer pour l'inclusion numérique. Comme réalisation phare de sa création à nos jours, nous pouvons parler de la mise en place des programmes de formation, que ce soit en développement web mobile, à travers notre programme Moussodev Code Academy, qui est la première académie de codage au Mali dédiée aux femmes. Et également le projet Moussodev STEM Tour, dont l'objectif c'est de faire le tour du Mali pour vulgariser les nouvelles technologies, encourager, inciter les femmes et les filles à s'y intéresser. Et le projet Zéro VBG que nous avons développé avec l'UNESCO et ONIFEM Mali vers les années 2020-2021. Next, please. Quelques chiffres clés par rapport à Moussodev, c'est 10 066 personnes, dont 3 909 femmes qui ont été sensibilisées sur les opportunités offertes par les nouvelles technologies. C'est aussi 62 000 personnes qui ont été touchées par Zoro VBG. Et aussi, c'est des récompenses en Afrique, notamment le prix de la meilleure initiative féminine au Mali en 2022 et le prix de l'autonomisation en Afrique du Sud en 2020 et le prix de l'innovation en 2021. Donc, on peut considérer ces prix comme étant une reconnaissance du travail que nous faisons au quotidien pour l'atteinte des objectifs de développement durable, plus précisément pour l'égalité des genres. Next. Maintenant, je vais parler de l'appui de Moussodev sur le projet Yélé et à travers l'application qu'il a dit et du FAM à travers le programme, le projet Assistance MSADA. Par rapport au projet qu'il a dit, nous avons travaillé à mettre en place au sein de l'application un outil éducatif pour les jeunes en abordant la santé de la reproduction, l'égalité des genres et les VBG. Et c'est une application qui fonctionne hors connexion. Et en plus de l'application, il y a un groupe WhatsApp qui a été créé pour soutenir les activités de sensibilisation et de mobilisation, ainsi qu'une page Facebook. Et il faut savoir que toutes les illustrations qui sont dans l'application, ce sont des illustrations qui ont été faites sur mesure. Les dessins, les images que vous voyez ont été faites sur mesure par rapport à ce projet. Et nous espérons que ce projet va impacter des milliers de jeunes à travers des téléchargements massifs
pour une forte adoption par ces mêmes jeunes. Quant au projet du FAM avec l'application assistante MSADA, il faut savoir que c'est un projet sur 3 pays, comme cela a été dit par Serge, le Rwanda, la RDC et le Burundi. Assistante MSADA, c'est une plateforme web et une application mobile qui permet de prévenir et de gérer les violences sexuelles basées sur le genre. Et également, nous avons, dans le cadre de ce projet, travaillé aussi à l'accompagnement, c'est-à-dire à la formation des formateurs, à la formation des utilisateurs, à la formation des techniciens dans les différents pays, afin qu'ils puissent vraiment s'approprier de cet outil-là. Next. En toute chose, nous devons apprendre de l'expérience. Là, nous avons des succès, mais aussi des défis. Par rapport au succès, nous pouvons dire que toutes ces solutions sont adaptées aux contextes locaux à travers la prise en compte des langues locales et une disponibilité hors connexion. Parce que Assistante MSADA, on l'a personnalisé selon les pays. Au Burundi, c'est plus le Kirundi qui est mis en avant. Au Rwanda, c'est le Kinyarwanda et en RDC aussi, c'est le Swahili. Voilà, donc c'est une application qui s'adapte parfaitement parce qu'il est important que les populations locales puissent s'approprier de ces outils-là. Et pour se lancer, que la langue, c'est un élément incontournable. Et cela a permis également la réduction des barrières à l'information et à la sensibilisation. Je le disais tantôt, la langue, c'est primordial pour de pareilles solutions. Il faut que les populations se reconnaissent à travers ce qui est dit. Il faut qu'elles puissent s'approprier de l'outil. Et quand elles reçoivent des informations dans leur propre langue, cela facilite les choses. Et aussi, ces différents projets ont permis, ou la mise en œuvre de ces projets ont nécessité la collaboration, notamment entre les acteurs locaux et internationaux. Si je prends que ce soit le projet qu'il a dit, que ce soit Assistance MSADA, nous avons plusieurs parties prenantes. Nous avons les gouvernements, nous avons les organisations qui sont sur le terrain, nous avons les élèves et les étudiants, nous avons pratiquement toutes les couches de la population et aussi les postes de prise de décision afin que les solutions puissent être adoptées massivement, que tout le monde se sente impliqué. Donc, je peux dire que là, c'est aussi un succès pour de tels projets. Maintenant, nous avons également des défis. Le premier défi, c'est surtout le manque d'infrastructures avec des zones rurales, avec peu ou pas de connectivité. Ça, c'est le premier défi. Et par rapport à l'assistante MSADA, c'est pour cela qu'il y a des zones de prise en charge. Quand une personne s'enregistre, on lui demande des informations, la localité, la commune, ainsi de suite, pour pouvoir s'assurer que quand une personne va lancer une alerte ou quand une personne va vouloir demander de l'aide, qu'on soit sûr qu'il y a une organisation dans sa localité qui peut faire la prise en charge. Sinon, dans ce cas-là, on ne pourra pas le faire. Voilà, donc l'idée, c'est qu'il y ait plus d'infrastructures, même dans les zones reculées, afin que tout le monde puisse se sentir concerné, que les gens puissent demander de l'aide. Parce que c'est un peu frustrant. Nous travaillons tous les jours à briser les barrières. Nous travaillons chaque jour à réduire la fracture numérique pour l'inclusion et nous mettons en place des solutions. Et ces solutions ne devraient pas être aussi source, si je peux le dire ainsi, de discrimination ou d'exclusion. Voilà, sens au changement ou une méfiance envers les outils numériques. Dans chaque chose, lorsqu'on parle du bon côté, il y a aussi des côtés négatifs. Avec la vulgarisation, la démocratisation des nouvelles technologies, on a plusieurs plateformes, on a des outils, on a des solutions
Et il y a des personnes malveillantes aussi qui profitent de cela pour commettre leur forfait, et ce qui peut amener une certaine résistance. Il va falloir donc mettre beaucoup l'accent sur la sensibilisation afin que ces différentes solutions que nous avons développées puissent vraiment se démarquer des autres solutions ou des autres applications qui existent à travers le caractère sérieux de la chose et assurer les utilisateurs, les utilisatrices que la plateforme est sécurisée et surtout qu'elle est là pour les faire du bien. Et enfin, le troisième défi que je vais mentionner, c'est au niveau du financement et de la maintenance de ces applications sur ce long terme-là. Parce que la plupart du temps, ces différentes solutions sont liées à des projets. Et lorsque ces projets prennent fin, leur pérennisation est vraiment menacée. Donc, c'est de pousser des réflexions, de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que, même si aujourd'hui le projet prend fin, que ces applications puissent rester parce que elles sont vraiment là pour une utilité commune, et ce serait vraiment dommage que lorsque il n'y a pas de bailleur, que le projet aussi soit arrêté. Comme recommandation, la première chose, c'est surtout de continuer à adapter ces solutions-là au contexte local, en continuant d'intégrer les langues locales ainsi que les cultures pour une meilleure adoption. C'est également de renforcer les partenariats en impliquant toujours le gouvernement, les ONG, les institutions éducatives. C'est également de former les utilisateurs ou les utilisatrices afin de garantir une appropriation de ces outils par les bénéficiaires, et également d'assurer le suivi afin de mesurer l'impact à travers des retours réguliers et des améliorations. Ce dernier point est très important parce que si je prends exemple, que ce soit le projet qu'il a dit ou assistante EMSADA, ce sont des projets, on va dire, même en phase pilote. Voilà, pour qu'il y ait espoir que plus tard, il y ait d'autres financements, d'autres bailleurs acceptent d'injecter leur argent dans ces projets, il est important que nous puissions avoir des données concrètes à leur présenter concernant la nécessité et le besoin qui est là. Pour cela, on doit vraiment mesurer l'impact, faire des enquêtes, des évaluations afin de pouvoir recueillir toutes les informations nécessaires. Et comme perspective, c'est d'adopter les solutions comme qu'il a dit ou assistante EMSADA, d'adapter du moins à d'autres régions. Actuellement, qu'il a dit, c'est juste pour la région de Caille. Pourquoi ne pas l'étendre dans toutes les régions du Mali pour un début et après dans la sous-région. La même chose pour l'assistance EMSADA. Et c'est aussi d'explorer aujourd'hui les technologies émergentes. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, on parle de big data, des chatbots. C'est de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait aussi utiliser tous les bienfaits de ces technologies-là pour enrichir les fonctionnalités. Et enfin, c'est de créer des modèles économiques pour pérenniser ces solutions numériques. Parce que la pérennisation est très, 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 très importante. Il ne faudrait pas juste qu'on crée des solutions après 1 à 2 années d'utilisation que le projet s'arrête. Ça, ce serait vraiment dommage. Donc, c'est ce que j'avais préparé pour vous. Je reste disponible s'il y a des questions. Merci. Merci beaucoup, Porcho. Merci beaucoup aux panélistes, aux 3 panélistes, Serge, Kadiatou et Porcho. Donc, on a eu un aperçu de différentes applications numériques, dont l'application qu'il a dit pour jeunes sur la santé sexuelle et reproductive et les VBG, l'application Masada pour la sensibilisation, la dénonciation et le référencement des cas de VBG dans 3 pays des Grands Lacs, et juste maintenant, donc plus largement, l'appui aux femmes et jeunes femmes pour l'utilisation des TIC en faveur de leur autonomisation. Donc, je vais passer à des questions du public. Donc, je pense que la question principale, c'est comment est-ce que nous pouvons continuer et renforcer la lutte contre les VBG
à travers le numérique? Qu'est-ce qu'on peut faire à la lumière des succès, des défis, des contraintes que nous avons entendues? Comment est-ce qu'on peut renforcer ces applications pour mieux lutter contre les VBG? Je vais ouvrir le dialogue au public. Donc, si vous avez des questions, vous levez votre main. Et puis, les questions vont s'adresser aux 3 panélistes. Donc, on espère un dialogue fructueux. Je donne la parole au public. Merci. Juste, Cécilia, les participants ne peuvent pas lever leurs mains, mais les questions peuvent être mises dans le chat où il y a aussi un espace pour les questions. Donc, et je vois d'ailleurs OK. qu'il y a une première question pour M. Dev. Est-ce que tu as bien accès, Cécilia, aux questions? Mais je peux la lire. Donc, la Non, question je ne peux pas était, voir, désolée. c'était pour Show. Donc, la question, c'était de savoir si M. Dev travaillait au Kenya. Pour chaud? Pour chaud, micro? Allô? Oui, on t'entend. Allô, vous m'entendez? Oui. OK. Donc, la question, c'est est-ce que Moussodev travaille au Kenya? Au Kenya? Non, pour le moment, on ne travaille pas au Kenya, mais nous sommes vraiment ouverts à toutes les opportunités de collaboration. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Marielle, Tariq, peut-être tu pouvez m'aider à voir les questions si jamais il y a des questions dans le chat. Pour le moment, pas encore. Donc, si tu veux prendre une question. OK. Pas pour l'instant, pas de questions pour l'instant. OK. On a une question pour le panel, les 3 panélistes. Vous avez évoqué le fait que nous travaillons dans des zones où les connexions Internet ou accès aux smartphones sont souvent limitées et que tout le monde n'a pas accès à un téléphone ou des plateformes numériques. Alors, la question qu'on voudrait vous poser, panélistes, c'est qu'est-ce qui est proposé pour s'adapter à ce contexte? Qui est-ce qui voudrait répondre en premier? Serge? Ouais. Merci. Je vois qu'il y a une main levée. Je vais peut-être laisser un peu. Il y a Alliance Lug qui a levé la main. Son micro est fermé. Ilion, c'est à vous. Ok, bonsoir. Bonsoir, Alliance. Ok, merci beaucoup. Déjà, je remercie les 3 panélistes, Kadiatou Ndiaye, Serge et Sougoba. J'ai une question par rapport à Serge Newton sur l'application MSADA. Voilà, j'aimerais savoir, est-ce que le service de prise en charge répond de façon instantanée ou bien lorsque elle va faire une dénonciation, est-ce que ça prend du temps? Ben est-ce que c'est de façon instantanée? Maintenant, si ça prend du temps, est-ce que il y aura satisfaction comme il le faut? Parce que souvent, il y a des gens qui sont dans des localités très reculées, s'ils n'ont pas les réponses qu'il faut de façon immédiate, je pense que ça peut poser problème. Donc, ma question, c'est de savoir si cela se passe comme ça. Deuxième question, je ne sais pas si ça m'a échappé ou pas, c'est pour demander à Serge, est-ce que l'application MSADA peut marcher sans connexion, comme le cas de qui l'a dit? Je n'ai pas compris la partie là. Voilà, merci.
Merci, Alliance. Je vais répondre directement, Cécilia. En fait, par rapport à la première question, c'est qu'on avait fait, en fait, comment est-ce que je vais un peu expliquer comment est-ce que ça marche, comme ça va être un peu beaucoup plus clair. En fait, lorsque on fait une dénonciation sur l'assistance Moussada, il y a un centre d'écoute qui a été mis en place au niveau du ministère du genre, en fait, du pays. Et il y a au moins 3 à 4 personnes qui sont affectées à écouter. Au fait, ils vont avoir l'alerte au même instant. Lorsque vous envoyez l'alerte, ça va directement tomber sur les 4 personnes qui travaillent au centre d'écoute. Ces alertes vont être sous forme de SMS, c'est-à-dire ça arrive sans Internet. Ça va être sous forme de mail. En fait, on a pris tous les canaux en fait, d'alerte, ok, pour pouvoir faciliter à ce que les 4 personnes puissent réagir au même moment. Alors, lorsqu'ils ont l'alerte, en fait, ils vont juste se connecter sur la plateforme pour pouvoir voir là où l'alerte est venue et de voir autour de cette personne qui peut l'aider. Dès qu'ils trouvent cette personne, ils sélectionnent les organisations de prise en charge. Quand je dis sélectionner les organisations de prise en charge, normalement, ce sont de personnes de contact qui ont été mandatées au fait dans ces organisations pour recevoir les survivantes. Alors, ces personnes-là vont avoir directement l'alerte et au même moment, la victime aussi, elle est orientée directement pour dire d'aller dans telle structure ou telle autre structure. Normalement, ça se passe dans en tout cas moins d'1 minute, mais par alinéa, bien sûr, si la personne A n'est pas disponible, le B va traiter l'information. Si la personne B n'est pas disponible, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne pour gagner en rapidité. Alors, pour la deuxième question, euh, c'est par rapport à l'Internet. En fait, là, on a 2 options. Comme j'ai expliqué, Assistance Moussada, pour sensibiliser, en fait, il n'a pas besoin d'Internet. Dès qu'il charge les données, il fonctionne comme Kadi, comme la technologie qu'Adiatou a présentée, en fait. Les données sont chargées automatiquement et n'ont plus besoin d'Internet pour être rechargées. Mais par contre, lorsqu'on veut dénoncer, on peut dénoncer hors Internet, ok? Mais à cela, en fait, ça va demander, l'alerte pour partir, ça va demander l'Internet, en fait. Il faut que l'Internet soit là pour que l'alerte puisse partir. Mais vous pouvez dénoncer, ça va garder ça en mémoire, le temps que la connexion puisse être disponible. Mais pour pallier à cela, pour la nécessité d'Internet, qu'est-ce qu'on avait fait au fait? On a couplé Assistance Moussad avec les API et les accès pour pouvoir fonctionner dénoncer aussi sans Internet avec ce qu'on appelle les dénonciations USSD. Ce sont des dénonciations par SMS, en fait, qui vont être couplées à Assistance Moussada, c'est-à-dire le même alerte va être retrouvé sur le serveur comme s'il a été dénoncé avec Internet. Voilà un peu comment est-ce qu'on avait résolu par rapport à la deuxième question, la problématique d'Internet. J'espère que j'ai répondu un peu à la question, Monsieur Alliance. Merci. Merci beaucoup. J'espère que ça répond à la question, Iliance. En tout cas, on pourra y revenir si jamais ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs questions additionnelles. Donc, une question de Marie Ardis, Jenna Baptiste Marcellus, une question de Pilar Gomez et 2 questions dans le chat. Mais on va commencer avec Marie Ardis. À vous la parole. Merci. Oui, vous pouvez ouvrir votre micro. Marie, votre micro. Comment encourager une participation plus large de la société civile dans la prise de décision politique et la mise en œuvre des projets de développement? Lié au VBG. Lié au VBG.
en lien à la réduction des VBG. Pardon, Marie, est-ce que vous pouvez juste répéter votre question, s'il vous plaît, plus près du micro, parce qu'on a mal compris. Marie, vous pouvez juste répéter votre question, s'il vous Oui, plaît? un petit moment, on est plusieurs dans la salle, donc la personne va poser sa question. OK, c'est à propos des VBG, comment encourager une participation plus large de la société civile de la prise de décision politique et la mise en œuvre des projets de développement. Et avec la réduction de la violence faite aux genres. J'ai une autre question à propos des infrastructures. Quels sont les principaux défis liés au développement des infrastructures dans les pays en développement et comment les surmonter? Oui. Merci beaucoup, Marie-Ardis. Est-ce que c'est bon? Vous avez bien compris les questions, panélistes? Donc, comment est-ce qu'on pourrait encourager une participation plus large de mise en œuvre de projets de développement par la société civile? Et deuxièmement, quels sont les défis liés au développement des infrastructures, je suppose sur la lutte contre les VBG ou les mécanismes de lutte contre les VBG? Et pour la prise en charge des victimes. Ok, prise en charge des victimes. Qui est-ce qui voudrait répondre à cette question? Merci. Ok, je vais essayer. Merci, Porcho. Oui, par rapport à la première question, j'ai cru comprendre que c'est au niveau de la vulgarisation, comment faire adopter la solution. En me référant sur notre expérience avec l'application 0VBG, on avait, en fonction des cibles, on a organisé plusieurs types d'activités. Je me rappelle qu'avec les élèves, les étudiants, et même avec nos abonnés sur les réseaux sociaux, on organisait fréquemment des jeux concours où on organisait fréquemment des jeux concours pour encourager le téléchargement de la solution et cela permettait vraiment la communauté. Et on organisait et on avait des prix, des cadeaux, des gadgets qui les motivaient en fait à pouvoir s'intéresser aux solutions. On faisait aussi des descentes sur le terrain dans les universités, des activités récréatives avec de la musique. On venait avec des sandwichs, du jus. En fait, tout cela faisait qu'il y avait de l'engouement. Et on avait pendant ce temps, pendant qu'on faisait les activités, on a des hôtesses et d'autres jeunes qui nous aident. On venait aussi avec de la connexion Internet sur place et on aidait ces élèves, ces étudiants à installer l'application un à un. Voilà. Parce que ce qui est important, c'est qu'il faut que l'application soit téléchargée directement via les plateformes, soit App Store, soit Play Store. C'est comme cela que ce sera comptabilisé. Sinon, ils peuvent faire les envois, les transferts par téléphone. Ça ne nous arrangeait pas. Voilà, donc on avait toutes ces stratégies-là pour les maintenir motivés et ils téléchargeaient l'application et ainsi on avait de bons résultats. Et c'est pareil aussi pour les événements grand public, les événements culturels tels que les concerts, des choses comme ça. On prenait des stands, on partait et on avait une équipe qui sillonnait, qui partait à la rencontre des participants avec des flyers et on les motivait à participer. Donc c'est comme cela que avec l'Espérance 0 VBG, on a pu atteindre le maximum de personnes. Voilà, donc je pense que ça, c'est la première question. La seconde question, je pense que c'est par rapport aux infrastructures. Comment est-ce qu'on peut faire qu'il y ait des infrastructures? Parce on l'a effectivement évoqué comme défi.
Et donc, je pense que là, c'est tout l'intérêt d'avoir plusieurs partenaires qui œuvrent dans différents domaines et chaque partenaire peut apporter quelque chose. Voilà, donc c'est de vraiment voir, pourquoi pas avec les sociétés de téléphonie, les opérateurs de réseau, nouer des partenariats avec eux pour que ça soit accessible. Donc, c'est ce que je peux dire. Nous, on a même pensé à... Ici, il y a les opérateurs de téléphonie qui vendent des téléphones. On avait, à un moment donné, pensé au fait de faire un partenariat avec eux pour que là, nos applications, ou du moins l'application 0VBG, soit préinstallée sur ces téléphones-là. C'est-à-dire que tous les téléphones qu'ils mettent sur le marché, par défaut, il y a notre solution qui est installée là-dessus, ce qui permet aussi de toucher les gens facilement. Merci. Merci, Porcho. Est-ce que les deux autres panélistes voudraient rajouter quelque chose? Ok, merci. Donc, on va passer à une prochaine question de Pilar Gomez. Pilar, à vous. Pilar, your micro. Your mic. Pilar? We can't hear you. You need to put on your mic. Peut-être qu'on peut, en attendant, Sinon, on passe à la prochaine question. Il y a une question dans le chat de Yvette Fonseca. Donc, la question, c'est la suivante. Qui est chargé de traiter les informations des rapports reçus et comment la confidentialité du dossier est-elle préservée? Première question. Deuxième question, comment la durabilité sera-t-elle garantie si l'application est gérée par une institution gouvernementale? Donc, c'est deux questions qui sont dans le chat. Qui voudrait y répondre? Oui, Marie. Salut Cécilia. Merci, Voilà. Serge. J'aimerais répondre parce que je pense que ça concerne beaucoup plus assistance Moussada. En fait, par rapport à assistance Moussada, on a une expérience que au niveau des informations VBG, tous les gouvernements étaient, lorsqu'on a impliqué les autorités, tous ils étaient d'accord que les données au fait VBG doivent être contrôlées au niveau de chaque pays. Alors, par rapport, je vais aller un peu parce que la question a plusieurs, plusieurs sous-questions. Euh, Par rapport à la confidentialité, c'est-à-dire que les alertes, lorsqu'ils vont chez les personnes là qui sont chargées ou les gestionnaires dans les centres d'écoute, ces personnes-là, ces informations-là sont cryptées, c'est-à-dire on ne peut pas vraiment savoir qui a dénoncé, qu'est-ce qu'on a dénoncé. C'est tout simplement une alerte qui permet de lui dire, voilà, il y a un cas codifié tel 0, je ne sais pas, 6 ou 12. On donne le code et on lui dit qu'il faut qu'il se connecte sur la plateforme, en fait, sur les data centers pour voir les cas qui a été référencé. C'est-à-dire, les personnes là, en fait, ont été formées pour pouvoir vraiment gérer ces données sensibles. Dès que maintenant la personne là voit la dénonciation, la personne là envoie, intervient sur le système et envoie une alerte qui va notifier en fait la personne de l'autre côté. La même chose, l'information est cryptée pour que même si vous avez les téléphones sur lesquels l'alerte est venue, vous ne pouvez pas vraiment savoir à quoi ça concerne cette alerte. Est-ce que c'est une alerte contre le VSBG? En fait, c'est vraiment codifié de façon que seules les personnes qui sont habilitées puissent déchiffrer l'information et ils déchiffrent ça après avoir été connectés sur la plateforme. Alors maintenant,
au niveau de l'utilisateur, est-ce que lorsqu'il dénonce, y a-t-il possibilité que la personne puisse voir c'est elle qui a dénoncé à travers son téléphone? Non, pas du tout, parce qu'au niveau de la confidentialité, en fait, la dénonciation n'est pas stockée sur le téléphone. Donc ça, on s'est assuré pour que les données, en fait, des dénonciations ne restent jamais sur les téléphones. C'est parmi d'ailleurs le point qui ont intéressé les utilisateurs parce que tout le monde devient presque disons, suspect pour dire, voilà, tout le monde peut dénoncer, y compris celui qui est à côté de toi, mais tu ne sauras jamais si c'est lui qui a dénoncé ou pas. Voilà un peu en termes de confidentialité, comment est-ce que ces données sont gérées. Maintenant, au niveau des informations stockées maintenant au niveau de data center, les données au niveau des data centers sont gérées par des structures, les informations qui sont orientées vers les structures de prise en charge. Ils ont des informations concernant les prises en charge qu'ils prennent, qu'ils sont en train de prendre. Ils peuvent faire sortir des rapports sans problème parce que ces organisations de prise en charge, ils ont leur portail là où ils peuvent aussi se connecter et avoir des informations qui concernent leur organisation. Par contre, sur les rapports détaillés, c'est le ministère en fait, qui est en charge en fait, de pouvoir vérifier les informations avant leur publication, ont cette possibilité en fait, de vérification. Voilà un peu comment est-ce qu'on a fait les systèmes pour que les informations soient protégées par rapport à l'utilisation. Alors, pour chercher aussi l'information, il faut que vous soyez habilité pour pouvoir accéder au data center. Voilà, je pense que j'ai répondu aux 3 questions. Merci, Serge. Est-ce que les autres panélistes veulent compléter? C'est bon. On va redonner la parole à Pilar. Pilar Gomez. Ok, peut-être rapidement, avant de donner la parole. Ok, très bien. Oui, je voudrais juste ajouter à ce que Serge a dit qu'on a même associé à chaque cas un numéro de série. Voilà, donc ça veut dire que si on n'est pas habilité, on ne va même pas savoir. On ne verra qu'une succession de chiffres, de lettres. On ne saura pas ce que ça veut dire, à moins qu'on soit habilité. Voilà, donc tout cela, c'est pour vraiment assurer cette confidentialité des données. Merci. Merci pour cette information complémentaire pour Shaw. Est-ce qu'on peut revenir à Pilar Gomez? Pilar? You have the floor. Bon, on va reprendre une autre question qui se retrouve dans le chat de Noël Rancourt. Et la question est la suivante. Quelles sont les stratégies pour servir ceux qui n'ont pas accès au téléphone? Et quels sont les moyens de protéger les données des applis si une survivante ne contrôle pas son propre téléphone? Et troisième question, est-ce que les applis sont disponibles en dehors des pays et organisations impliquées dans le projet? Est-ce que je peux donner la parole aux panélistes? Merci. Je vais essayer de répondre à la première question. Merci, Kadiatou. Pour les adolescents qui n'ont pas de téléphone, en tout cas pour sensibiliser sur la SDSR, nous organisons avec les noyaux des académies et puis les enseignants qui ont bénéficié de la formation sur la santé sexuelle et reproductive, l'égalité des genres et violences basées sur les genres. Donc, chaque trimestre, nous organisons une sensibilisation de masse. Donc, et il y a un club Yéling qui est mis en place. Ce club est composé de 11 personnes, dont 6 filles, 3 garçons et un administrateur de l'école. Donc, lui, ce club essaie de recenser les besoins réels des adolescents par rapport aux thématiques en lien avec la SDSR. Donc, même si ceux ou celles qui n'ont pas de téléphone, elles peuvent avoir des informations
de façon trimestrielle et à travers le club Yélé qui est mis en place dans chaque établissement scolaire. Donc, ça veut dire que soit c'est le téléphone, soit c'est des séances de sensibilisation qui sont organisées de façon périodique dans les écoles. Merci, Kadiatou. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait répondre à la première question? Sinon, aux deux autres questions, donc quels sont les moyens de protéger les données si une survivante ne contrôle pas son propre téléphone et est-ce que les applis sont disponibles dans les pays et les organisations en dehors des régions impliquées dans le projet? Je peux répondre directement. Oui, En fait, merci. déjà pour compléter Kadiatou, au fait, même au niveau du projet des femmes, il y a eu de mécanismes qui ont été mis en place dans chaque zone du projet. Il y a ce qu'on a appelé les contrats sociaux, au fait, qui est vraiment un dispositif, au fait, qui permet, au fait, à des communautés, au fait, de s'engager eux-mêmes, au fait, pour pouvoir lutter. Et on a mis, au fait, des points focaux au niveau de chaque point, chaque école du projet, au fait, suivi par les projets pour pouvoir aider les filles, suivre les filles d'une façon individualisée quand ils ont des problèmes pour identifier les filles à problème. Parce que normalement, le projet a été orienté pour faciliter l'autonomisation des filles par l'éducation. Alors, à ce moment-là, en fait, les projets suivaient chaque fille d'une façon individualisée. Ça, c'était par rapport à la première question. Comment est-ce que, en dehors de cette technologie, les projets ont intervenu pour pouvoir aider les filles ou les survivantes? Alors, par rapport à l'autre question, les applications ne sont pas disponibles. C'est pour cela que euh, Marguerite parlait de zones de disponibilité. En fait, l'application étant disponible sur Play Store, on ne peut pas vraiment permettre à ce que tout le monde puisse dénoncer parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. Alors, au niveau des applications, au niveau d'assistance Moussada, on a mis des zones de disponibilité. Si vous n'êtes pas dans la zone de disponibilité, vous pouvez utiliser l'application en tant qu'outil de sensibilisation, mais vous ne pouvez pas vraiment pouvoir dénoncer et pouvoir être assisté parce que l'assistance Moussada fonctionne. Au départ, on fait une cartographie en fait, des organisations qui peuvent aider les victimes et ensuite, on vient en fait aider les victimes par rapport. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, on doit d'abord savoir là où on doit orienter les survivantes et ensuite pouvoir orienter ou référencer ces survivantes dans ces organisations. Alors, l'autre question, c'était, ouais, voilà un peu, je pense que, voilà, par rapport à sa propre, je pense que j'ai répondu à cette question. Si une survivante ne contrôle pas son propre téléphone, OK? C'est-à-dire, lorsqu'on dénonce, en fait, il n'y a pas de traces au niveau de l'application pour dire que j'ai dénoncé ou j'ai dénoncé telle personne. Il y a pas de traces. Dès qu'on dénonce, toutes les informations sont effacées et envoyées au niveau du serveur, du data center. Voilà un peu. C'est-à-dire, même si quelqu'un d'autre utilise ton téléphone, il ne pourra pas voir les informations si tu as dénoncé ou pas. Voilà un peu. Merci, Serge. Est-ce que d'autres veulent compléter en espérant que ça répond aux trois questions? Il nous reste 4 minutes. Donc, je vais prendre une dernière question et c'est une question dans le chat de Freeman Steverson Duval dont la question est la suivante. Grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, le monde aujourd'hui est un village global. En ce sens, comment l'application Qu'il a dit prend-elle en compte les différences culturelles? Je pense que ça s'adresse notamment à Kadiatou. Donc, Kadiatou, si vous voulez répondre, merci. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reprendre la question? Je n'ai pas bien saisi. Donc, la question, c'est comment est-ce que l'application Qu'il a dit prend-elle en compte les différences culturelles? Bon, la différence culturelle,
ici, dans l'application, les thématiques qui sont traitées, c'est en français. Donc, la langue officielle au Mali, c'est le Bambara. Donc, c'est difficile. On n'a pas tenu compte des paramètres culturels qu'il a dit. C'est vrai que lors de l'inscription, il y a l'ethnie, les informations essentielles qui sont avant de s'inscrire. Il y a le nom, prénom, l'âge et l'ethnie. Ça nous permet de faire, à la fin du mois, de connaître combien de personnes et on peut télécharger qu'il a dit la différence, la tranche d'âge et puis l'ethnie de la personne. Mais réellement, qu'il a dit n'a pas traité toutes les... Parce qu'au Mali, il y a beaucoup de langues qui sont parlées. Donc, c'est le français et le bambara seulement qu'on peut vraiment... c'est compliqué, hein? On n'a pas tenu compte de l'aspect culturel dans... Porcho est là pour me compléter Oui, quand même parce que c'est lui, elle qui nous a aidés. c'est ça. Voilà. Je voudrais compléter sur ce point. Les aspects culturels, comme on l'avait si bien dit, c'est le projet qu'il a dit, c'est à sa phase pilote. Voilà, donc on voulait, et le projet ULE voulait avoir quelque chose de fonctionnel et testé, et en fonction de cela, maintenant, intégrer d'autres éléments, notamment la langue. La question de la langue a été longuement débattue, voilà, mais il a été décidé qu'on allait laisser ça après. Et les questions culturelles ont été prises en compte, si, elles ont été prises en compte parce que si vous regardez les illustrations, au départ, les premières illustrations qu'on avait faites, le projet Yele ne l'a pas validé parce que nous, on était partis plus vers, au niveau de la chevelure, la manière de s'habiller. Ils ont dit non, ça ne passe pas parce que là où eux ils sont, c'est la plupart des femmes ont la tête voile et le voile, portent des foulards, des choses. Donc, de reprendre les illustrations en faisant en sorte que cela puisse apparaître. Et voilà, si vous rentrez dans l'application, vous allez voir même des jeunes filles habillées comme avec les pagnes, voilà. Et il y a une autre jeune fille qui a même carrément un foulard comme bon, un peu similaire à celle de Kadiatou actuellement. Voilà, donc c'est pour dire que les questions culturelles ont été prises en compte dès le départ, même si on peut mieux faire, on peut améliorer. Et s'il doit y avoir une deuxième phase, je suis sûre que les questions des langues seront traitées. Merci. C'est la langue. C'est la seule variable. Merci, Porcho. Kadiatou, tu voudrais rajouter quelque chose? Non, c'est bon ce qu'il a dit. Je suis d'accord avec elle. Si on doit faire la deuxième phase, on doit passer à la langue. Parce qu'au Mali, il y a beaucoup de langues qui sont parlées. Ce n'est pas le bambara seulement. S'il faut prendre en compte toutes ces langues, ça serait difficile. Comme la langue officielle, c'est le bambara, donc la sensibilisation se fait en langue bambara et en français. Mais les autres langues, il y a beaucoup de langues, surtout dans les écoles où nous intervenons. Il y a le milieu soniké, le milieu bambara, le milieu, même il y a des morts malinké. Donc, il y a beaucoup de langues. Il y a la diversité des langues au Mali et dans la région des Caï précisément. Merci, Kadiatou. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire qui a été fort intéressant. Je voudrais peut-être conclure avec une remarque de Maggie Mukulima qui dit dans le chat « Merci aux panélistes, j'ai eu la chance d'utiliser la plateforme Assistance Masada en RDC. Les survivantes l'ont beaucoup apprécié parce que confidentiel et rapide pour la prise en charge. Reste à la vulgariser sur toute l'étendue du pays. » Voilà un des grands défis qui nous est posé. Donc, je voudrais conclure avec quelques petits mots de remerciement, notamment pour les chers panélistes. Merci pour être avec nous aujourd'hui. Merci aux participants et aux participantes pour cet échange intéressant et pertinent. Et nous espérons que ces innovations dont vous nous avez fait part, ainsi que vos idées, vont porter leurs fruits pour renforcer la lutte contre les VBG, ô combien importante dans ce monde et représentant une des pires violations des droits des femmes et des filles. Je vous remercie à toutes et à tous.
Merci. Merci.